Dans un monde où les alliances changent plus vite que les saisons, où les discours diplomatiques dissimulent souvent plus qu'ils ne révèlent, une simple question posée lors d'une conférence peut faire trembler les équilibres fragiles de la scène internationale. Face à un ministre russe rompu à l'art du silence et de la formule mesurée, un journaliste hongrois ose évoquer les fantômes du passé, la révolution de 1956, l'occupation soviétique, la peur encore palpable dans la mémoire collective d'un peuple épris de liberté. Derrière cette question, il y a bien plus qu'un souvenir historique. Il y a une angoisse européenne, celle de voir ressurgir une ombre que l'on croyait disparue. Sergueï Lavrov, imperturbable, répond avec le calme glacial d'un homme qui sait que chaque mot pèse lourd. L'histoire, dit-il, ne doit pas être ravivée par les émotions. Puis il lâche cette phrase, presque anodine mais redoutablement symbolique, nous avons convenu qu'il n'y aurait pas d'émotion, seulement une lecture honnête de l'histoire. Une phrase qui résonne comme un rappel. Dans le jeu des nations, l'émotion est une faiblesse, la mémoire une arme, et le récit une bataille en soi. Car derrière les sourires diplomatiques, la guerre des récits se poursuit, celle qui oppose la version des vainqueurs à celle des peuples, la mémoire nationale aux intérêts géopolitiques. La Hongrie regarde vers l'Est, la Russie tend la main, et l'Europe observe, divisée entre prudence et dépendance. Dans ce contexte, chaque symbole, chaque vêtement, chaque mot devient un message codé. Quand Lavrov apparaît en Alaska avec un sweat à capuche soviétique, est-ce une provocation, une nostalgie ou un simple hasard? Et surtout, que révèle cet échange sur la stratégie silencieuse de Moscou en Europe centrale? Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Dans une salle feutrée, calme en apparence, l'atmosphère est pourtant chargée d'histoire et de non-dits. Face à Sergueï Lavrov, un journaliste hongrois prend la parole, visiblement ému par le poids du passé. Alors, quelles sont les relations entre la Hongrie et la Russie? Le 23 octobre dernier, nous avons commémoré la révolution de 1956. Ce fut l'un des jours les plus sombres de notre histoire, marqué par l'occupation soviétique. Certains Hongrois craignent encore la Russie. Nous aimons notre liberté, notre indépendance. Honnêtement, nous ne voulons plus jamais être attaqués. Que pouvez-vous leur dire? Doivent-ils s'inquiéter d'une attaque russe? Le ministre russe des Affaires étrangères marque une pause, esquisse un léger sourire, puis répond calmement. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi que ce soit. Ils le savent. Nous avons convenu depuis longtemps avec nos collègues hongrois d'une lecture honnête de l'histoire, sans émotion excessive. En 2006, le président Poutine lui-même s'est rendu à Budapest pour déposer des fleurs au monument dédié aux victimes de 1956. Et plus récemment, à Vladivostok, il a qualifié cette page de l'histoire soviétique d'erreur. Lavrov poursuit, d'un ton professoral. Il affirme que Moscou et Budapest partagent désormais une lecture apaisée du passé, loin des tentations de division. Certains, en Hongrie ou en Russie, aimeraient rallumer les passions, mais les dirigeants des deux pays savent que l'histoire, avec ses heures sombres comme ses moments glorieux, ne doit pas entraver l'avenir. Il enchaîne, plus politique. Aujourd'hui, nous avançons dans une nouvelle ère, coopération économique, technologique, politique. L'histoire demeure, mais elle ne doit plus être un obstacle. Le journaliste rebondit avec une pointe d'ironie. Je vous pose la question aussi parce que vous êtes apparu récemment, en Alaska, avec un sweat à capuche soviétique. Certains Hongrois n'ont pas apprécié. Ils y ont vu un message secret. Était-ce le cas? Ou étiez-vous simplement un gros troll? Lavrov rit légèrement. Il y a eu des inquiétudes parce que je suis allé en Alaska? Ce sweat était élégant et très populaire. Et vous savez, nous avons aussi des t-shirts avec l'emblème de l'Empire russe. Cela fait partie de notre histoire. Puis il ajoute, plus grave, l'Union soviétique, c'est ma patrie. J'y suis né. J'y ai vécu ma jeunesse. J'y ai commencé ma carrière diplomatique. Et je ne pense pas que nous devrions en avoir honte. L'URSS fut le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Oui, nous combattions contre la Hongrie, contre la Finlande, mais cette guerre a permis de poser les bases d'un monde nouveau. Le diplomate évoque ensuite la réconciliation franco-allemande, la dissolution du pacte de Varsovie et la naissance d'un ordre international basé sur les principes d'Helsinki. Malheureusement, ces principes sont aujourd'hui ignorés par ceux-là même qui dirigent l'OSCE, regrette-t-il. Le journaliste, curieux, le pousse sur un autre terrain. Certains disent que Budapest ne devrait pas être le lieu d'une future rencontre internationale à cause du mémorandum signé en 1994, une humiliation selon eux. Qu'en pensez-vous?
Lavrov, imperturbable, déroule. Ceux qui disent cela n'ont manifestement jamais lu le texte. Le mémorandum de Budapest garantissait simplement que les puissances nucléaires ne menaceraient pas les États non dotés d'armes nucléaires. Mais l'Ukraine, elle, a violé les autres principes. Liberté, démocratie, respect des minorités. Nous n'avons donc enfreint aucun engagement. Le ton monte à peine, mais le message est clair. Moscou n'a rien à se reprocher. Enfin, le journaliste conclut, presque en plaisantant, « Une dernière question, monsieur le ministre. Peut-on espérer une visite prochaine à Budapest? Vous, le président Poutine, ou peut-être même Donald Trump ?» Lavrov sourit. « Je n'ai pas été invité. Mais le président Trump avait proposé une rencontre à Budapest. Le président Poutine a accepté. Les États-Unis ont trouvé la discussion constructive. Tellement constructive qu'ils ont décidé qu'il n'était plus nécessaire de se rencontrer. Il marque une pause. Comme je le dis toujours, nous sommes des gens polis. Si on nous invite, nous venons. Si on reporte, eh bien, nous attendons. » La salle éclate de rire poli. Mais derrière l'humour, chacun comprend que la diplomatie de Lavrov reste inchangée, ferme, calculée et profondément symbolique. Une conversation qui, sous des airs de légèreté, révèle la complexité des relations entre mémoire, pouvoir et géopolitique. Ce qui vient de se passer n'est pas une simple interview diplomatique, mais un moment révélateur des tensions profondes qui traversent l'Europe d'aujourd'hui. Le face-à-face entre Sergueï Lavrov et un journaliste hongrois, à première vue anodin, soulève une question bien plus large. Comment deux nations au passé conflictuel peuvent-elles cohabiter dans un monde où l'histoire ne cesse de ressurgir? Le journaliste évoque la révolution hongroise de 1956, symbole de résistance contre l'URSS. Lavrov, lui, réplique avec le détachement calculé d'un diplomate aguerri, insistant sur la nécessité de ne pas attiser les émotions. Derrière cette phrase se cache une logique bien connue de Moscou, dépolitiser le passé pour mieux redéfinir le présent. En rappelant que Poutine a reconnu une erreur dans la politique soviétique de l'époque, Lavrov tente de montrer une Russie consciente de son histoire, mais pas coupable. Le message est clair, tournez la page, mais selon les termes du Kremlin. Cet échange est important, car il met en lumière une réalité souvent sous-estimée. La Russie ne parle jamais seulement du passé, elle construit avec lui sa stratégie du futur. En Europe centrale, Moscou mène une guerre d'influence subtile, fondée non sur les armes, mais sur la mémoire, la culture et les récits. La Hongrie d'Orbán, qui entretient des relations ambivalentes avec Bruxelles, trouve en Moscou un interlocuteur capable de flatter son souverainisme et sa méfiance envers l'Occident. L'enjeu, ici, dépasse la simple diplomatie bilatérale. Il s'agit de savoir qui contrôlera le récit historique du continent, une Europe unie autour de valeurs communes, ou un ensemble d'États fragmentés, chacun revendiquant sa propre lecture du passé? La guerre en Ukraine a ravivé ces fractures. Et chaque échange public entre un représentant russe et un pays européen devient un champ de bataille symbolique où l'histoire, la mémoire et la politique s'entremêlent. Ce qui change concrètement, c'est que l'équilibre moral et politique de l'Europe se déplace. La Hongrie, membre de l'Union européenne, adopte de plus en plus une posture singulière, cherchant à concilier sa fidélité à l'Ouest et sa proximité avec l'Est. Cela affaiblit la cohésion européenne, mais renforce paradoxalement son rôle de médiateur potentiel. Sur le plan social, cette ambivalence nourrit la méfiance entre les peuples. Certains Hongrois voient la Russie comme un partenaire pragmatique, d'autres comme une menace latente. Les signaux faibles sont déjà là, une multiplication de discours pro-russes dans les médias d'Europe centrale, une désillusion croissante envers Bruxelles, et une redéfinition du mot souveraineté qui, dans certains pays, devient synonyme de défiance vis-à-vis de l'Union. À long terme, cette tension pourrait remodeler la carte mentale du continent, opposant les nations qui regardent vers Washington à celles qui, discrètement, dialoguent avec Moscou. Mais au-delà de la géopolitique, il faut s'arrêter un instant sur le plan humain. Ce dialogue entre Lavrov et le journaliste, c'est aussi la rencontre de deux mémoires. Celle d'un peuple qui n'a pas oublié la douleur d'une invasion, et celle d'un homme qui défend, malgré tout, la patrie qu'il a vue naître. Dans cette scène, il n'y a pas seulement de la stratégie, il y a aussi une vérité universelle, celle de peuples qui cherchent à comprendre comment vivre avec leur passé sans en être prisonniers. Dans chaque mot, il y a la peur, la fierté, la nostalgie, mais aussi l'espoir que la mémoire ne soit pas seulement un fardeau, mais une leçon. Ce moment rappelle que la politique internationale n'est pas faite uniquement de traités et d'intérêts, mais aussi d'émotions, de blessures et de récits humains. Comprendre cela, c'est déjà commencer à pacifier les imaginaires. Et vous, qu'en pensez-vous? La Hongrie joue-t-elle un rôle d'équilibriste ou de provocateur dans cette nouvelle Europe fragmentée?
La Russie, elle, cherche-t-elle vraiment la réconciliation, ou simplement à redessiner les frontières de son influence? Partagez vos réflexions dans les commentaires, confrontez vos idées, c'est dans le débat que la vérité prend forme. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.